Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire rétrospectif sur l'Observatoire du numérique en région Sud. Après un an d'existence, nous avons souhaité, avec notre partenaire Inextenso, vous faire une petite rétrospective sur notre analyse. Donc avant de démarrer, je vais juste vous rappeler les petites règles d'usage. Donc ce webinaire est enregistré. Le replay sera disponible sur le site du pôle SCS dès cet après-midi dans la partie vidéothèque. Vous pourrez poser vos questions au cours du webinaire dans le module questions. Nous poserons les questions et les intervenants y répondront. Et juste pour fluidifier le déroulé de ce webinaire, vos micros sont coupés. Bienvenue à tous et bon webinaire. Je passe la parole à Olivier Chabrier, directeur du pôle SCS. Oui, bonjour à tous. Je mets juste la caméra 2 minutes pour que vous me voyez, mais je la couperai ensuite pour meilleure fluidité de la présentation et de la bande passante. Donc, merci d'être présent. Donc, Olivier Chavrier, directeur de SCS. Je suis accompagné de Clélia Fischer du cabinet Inextenso. On avait lancé effectivement il y a… Bonjour Clélia. On avait lancé il y a 1 an avec donc Inextenso un observatoire du numérique en région Sud. Et on pensait effectivement, comme l'a dit Audrey, que ce serait intéressant de faire un petit point avec vous 1 an après sur un petit peu ce qu'on en a retiré et vous dire que bien sûr, on va continuer ça en 2022. Donc, si tu peux passer à la slide suivante, Audrey. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va vous rappeler les objectifs et la méthodologie. Donc, je prendrai la parole au début juste pour vous rappeler les objectifs principaux de cet observatoire. Donc, je vais fermer la caméra. Clélia vous parlera de la méthodologie qui a été employée. Elle continuera à vous donner les grandes tendances qu'on a vues entre 2019 et 2020 sur l'écosystème du numérique en région. Et on fera ensuite un zoom sur les 4 focus thématiques qu'on avait fait en 2021. Et bien sûr, un échange via le chat sur vos éventuelles questions. Voilà. Merci Audrey. Donc, tu peux passer à la suivante aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'on a voulu lancer un observatoire SCS? Bon, bien sûr, nous, on est un pôle de compétitivité qui est en charge de l'écosystème du numérique sur la région. Donc, on a, vous le savez, ou pour ceux qui ne le savent pas, on a environ 300 acteurs professionnels du numérique qui travaillent avec nous sur des projets collaboratifs innovants, des projets industriels. On a eu pas mal de projets industriels dans la filière électronique dans le cadre du plan France Relance et tout ce qui est parcours de croissance des PME. Donc, le numérique est quelque chose qui nous intéresse de très près et qui représente de plus en plus, vous le savez, une filière stratégique et importante pour l'ensemble de l'économie. Donc, ce qu'on a constaté cependant, c'est que comme toutes les technologies un peu, enfin les choses un peu transversales, hein, c'est diffus, mais c'est pas toujours facile à mesurer. Il n'y a pas vraiment de catégorisation précise des entreprises dans les statistiques nationales. On se retrouve très vite avec les codes APE et ça, c'est quelque chose que certains d'entre vous connaissent, hein, la nomenclature NAF ou les codes APE. Ça ne correspond pas vraiment à la réalité des activités des filières qu'on suit. Ça n'a pas toujours la granularité et on sait même que des entreprises peuvent changer de code NAF en cours de vie ou choisir un code NAF qui ne correspond pas vraiment à leur activité. Donc, on avait du mal à avoir des catégories précises. Il y a beaucoup d'études qui sont faites sur le numérique, hein, beaucoup d'observatoires divers et variés, mais souvent, si vous me passez l'expression, c'est one shot, c'est-à-dire qu'on va avoir une étude qui va sortir, très fouillée, très précise, et puis elle n'est pas reconduite l'année d'après. On va avoir des études qui vont être au niveau national, on va avoir des études qui vont être à d'autres mailles géographiques différentes, au niveau de la métropole, au niveau d'un ensemble de territoires. Une année, ça va être sur une métropole, l'année suivante, ça va être sur une autre partie du territoire. Donc, il y a une instabilité, si je peux employer ce mot, et un manque de suivi qui fait qu'on n'arrive pas à avoir quelque chose sur la durée. Et c'est quand même important d'avoir des choses qui s'inscrivent dans la durée pour pouvoir dessiner des tendances. Parce qu'en fait, vous le savez ou vous le découvrirez avec l'explication de Clélia, on n'arrive jamais à avoir des chiffres qui soient vraiment très précis. C'est assez compliqué. Il y a des gens qui ne publient pas.
les effectifs ne sont pas toujours bien renseignés, les périmètres sont variables. Ce qui est important, c'est de voir les tendances. Et pour voir des tendances, il faut avoir une base stable et qu'on suit dans la durée. Donc ça, c'était important pour nous. Et puis, bien sûr, le contexte des crises qu'on vit de plus en plus font qu'on a besoin de voir la différence entre ce qui est du domaine conjoncturel et du domaine structurel. Donc, bref, ce sont ces constats qui nous ont conduits à vraiment mettre en place cet observatoire pour s'inscrire dans la durée, pour dimensionner, suivre qualitativement et quantitativement l'écosystème régional du numérique qu'on anime. Donc, si tu peux passer à cette suivante, Audrey. Donc, les objectifs principaux, ça va être donc de cartographier et recenser les entreprises de la filière du numérique en région. Donc, on est sur le périmètre régional, région sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et on utilise une méthodologie innovante que Clélia va vous décrire après. Et sur la base donc, de cette cartographie, on fait une analyse tendancielle quantitative sur les données économiques clés, donc les chiffres d'affaires, les effectifs, et puis des zooms sur les brevets ou les levées de fonds. On ne se contente pas d'une analyse quantitative, on fait aussi des analyses sous base, en général, d'échantillons, mais des analyses qualitatives. Donc, chaque trimestre, avant la note, on interroge un certain nombre d'entreprises sur le numérique et ou sur les secteurs qu'on choisit de décrire plus en détail. Donc, c'est des enquêtes trimestrielles avec des questions. Ça nous permet d'ailleurs, tous les 6 mois, de sortir une appréciation du sentiment des chefs d'entreprise du numérique sur la tendance à venir court et moyen terme. À chaque note, on fait un focus sur des axes technologiques qui sont clés et représentatifs des forces du numérique de la région. Je vous rappelle nos 4 axes, c'est sécurité numérique, microélectronique, Internet des objets, intelligence artificielle. Donc, on a fait 4 focus sur ces secteurs. Et tout ça est restitué sur un document de qualité, hein, de 6 à 8 pages qui reprend tous les éléments que je vous ai décrits. Donc, je passe la parole à Clélia qui va vous parler un peu de la méthodologie qu'on a employée justement pour faire ce panel et cette cartographie des entreprises. Oui, du coup, comme disait Olivier, en fait, une des premières difficultés, c'était d'avoir un panel qui était représentatif en région des entreprises du numérique. Donc pour ça, en fait, on a essayé d'utiliser différents traitements sur la base de données. L'objectif aussi, c'était d'avoir une base qu'on peut suivre sur la durée et pas une base qu'on va avoir une année pour sortir une étude et dont on ne pourra pas voir les évolutions, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, d'emploi, de levée de fonds ou de brevets. Donc pour cela, en fait, on a sélectionné des codes NAV qui étaient en lien avec le secteur du numérique, que ce soit sur une partie plutôt service ou produit, comme on le verra après. Donc, à partir de cette base, en fait, on a vraiment essayé de cartographier aussi les acteurs qui nous semblaient clés dans le domaine du numérique en région et qui ne ressortaient pas, on va dire, avec des codes NAF classifiés sur le domaine du numérique. Donc, il y a eu tout un retraitement manuel qui a été fait sur la première version de la base pour justement avoir ce panel représentatif. On le verra après, mais l'idée, c'était, on a pu arriver sur un panel d'environ 1000 entreprises sur le secteur. Donc ensuite, on a réalisé tout un travail d'enrichissement de cette base. Du coup, l'idée, c'était de pouvoir vérifier que les entreprises qu'on avait identifiées avec des codes NAF dits numériques étaient bien dans le domaine du numérique. Donc, on a été rechercher sur chacune des entreprises des informations complémentaires de manière à s'assurer que c'était une entreprise du numérique, de pouvoir les classifier si on avait un modèle économique plutôt en lien avec du service, de la prestation de service, du conseil ou du bureau d'études, ou un modèle économique plutôt basé sur du produit, donc soit la vente de produits ou la vente de logiciels. Ensuite, on a réalisé aussi un travail d'enrichissement sur plutôt des critères économiques de cette base. Donc, on a été identifier les chiffres d'affaires, du coup, avec un historique de chiffre d'affaires quand on pouvait. Donc, sur ça, on est bien sûr soumis aussi à la publication des chiffres d'affaires des entreprises. Donc,
Donc, c'était aussi un point, un petit peu un point dur qu'on a dû relever par rapport à ça. Et on a aussi également enrichi avec les levées de fonds, par rapport à un baromètre qu'on publie et donc qui nous permettait de regarder sur le panel les entreprises du numérique qui ont levé des fonds et aussi sur la partie brevet pour voir un petit peu les activités en termes de recherche scientifique et propriété intellectuelle. Donc ça, c'était vraiment sur la base de données, donc sur le panel d'entreprises. Ensuite, on a tenu aussi à contextualiser ces données, justement pour s'assurer que notre base n'était pas biaisée par rapport à des données nationales ou des données, par exemple, de l'ACOS qu'on pouvait retrouver sur des focus sur la région PACA. Donc, c'est tout ce travail, en fait, qui a été fait dans un premier temps pour avoir cette base de suivi. Ensuite, du coup, une fois qu'on a eu ce panel, l'objectif, en fait, c'était pas de s'arrêter sur des chiffres, mais d'aller plus loin, en fait, comme le disait Olivier, dans l'analyse. Et pour ça, en fait, on a ajouté 2 méthodes plutôt qualitatives pour justement avoir une compréhension chaque trimestre d'un secteur ou d'une tendance ou d'une évolution technologique. Donc pour ça, on a réalisé des sondages flash en fait sur la base de ce panel d'acteurs. Donc avec la réalisation de questionnaires, enfin vous verrez les résultats sur l'année juste un petit peu plus tard. Et aussi on a réalisé 3 à 4, 3 à 5 interviews d'experts pour chaque note. L'objectif de ces interviews d'experts, c'était justement de confronter un petit peu les tendances quantitatives qu'on avait pu identifier et aussi d'avoir une vision un petit peu plus prospective sur les freins, par exemple, au développement de filières telles que l'intelligence artificielle, les objets connectés, la sécurité numérique ou encore la microélectronique. Et du coup, avec tout ça, l'objectif, c'était de réaliser 4 notes trimestrielles donc par an, du coup, avec des focus thématiques à chaque fois. Parfait, du coup, on va vous présenter les premiers chiffres du coup de ces panels et un petit peu une rétrospective sur l'année. Donc sur la gauche, vous avez les chiffres actualisés à fin 2021. Donc en fait, on a réussi à créer un panel de 951 entreprises et 1106 établissements. Du coup, sur les entreprises, c'est des entreprises qui vont avoir principalement leur siège en PACA. Et sur les établissements, on va aussi aller chercher des entreprises qui n'ont pas forcément leur siège en PACA, mais qui sont quand même représentatifs de l'activité. Et du coup, on a plus d'établissements aussi également parce que souvent une entreprise peut avoir un établissement sur Marseille et un sur Nice. Donc, ce qu'on a voulu faire aussi, c'était regarder en termes de positionnement géographique comment les entreprises du panel se positionnaient. Donc, ce qu'on observe par rapport à ça, c'est qu'on a principalement des pôles d'activité qui sont plutôt sur la Méditerranée, avec les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes qui ressortent avec des bassins importants en termes d'établissement. Donc, on a voulu aussi regarder la proportion, on le verra après de manière un petit peu plus détaillée, mais entre la partie produits et services. Ensuite, comme on le disait tout à l'heure, en termes d'activité sur ce panel, ce qu'on observe, c'est une progression des levées de fonds, donc par rapport à l'an dernier. Donc, on a 52 entreprises dans notre panel qui ont levé des fonds, donc 20 sur la partie services et 28 sur la partie produits. Donc, ça représente 740 millions d'euros levés au total depuis 2013. On a 123 entreprises qui ont déposé au moins un brevet. Donc, on n'a pas forcément la somme totale des brevets déposés par ces entreprises, puisqu'il y a souvent des brevets qui sont collaboratifs. Donc, ce qu'on voulait, c'est vraiment montrer qu'on avait aussi dans le numérique un tissu d'entreprises qui était très actif dans le domaine de la recherche. Et donc, on a un chiffre d'affaires médian en 2020 de 1,9 million d'euros. Ce qu'on observe, c'est que sur le panel et sur les entreprises dont le chiffre d'affaires était connu, on a un chiffre d'affaires cumulé de 60 milliards d'euros pour environ 50 000 emplois cumulés. Par rapport à l'an dernier, sur les chiffres d'affaires, on observe une diminution de moins 3% entre 2019 et 2020.
Du coup, qui sont des chiffres qui s'inscrivent dans la tendance nationale. Donc, pour le Syntec numérique, il y a moins 5% sur les chiffres d'affaires au niveau national et moins 8% sur le secteur de l'IoT B2B selon Xerfi. Donc, c'est vrai qu'on a un panel du coup qui est assez résilient en PACA face à l'impact du Covid. Enfin, je pense que vous l'aurez deviné, mais cette baisse s'explique principalement par la crise sanitaire. Du coup, si on rentre un petit peu plus dans le détail de quelles sont un petit peu les entreprises du panel qu'on a identifiées. Donc, on a une proportion qui est plus importante sur le domaine du service, donc avec 59% des établissements qui sont sur ce secteur et 41% sur la partie produit. Donc, on vous a indiqué également la répartition en termes d'emploi. Donc, c'est une répartition assez classique où on observe que la part des ETI et des grandes entreprises, en termes de nombre d'établissements, pas en termes bien sûr de chiffre d'affaires ou d'emploi, est inférieure à 10%. Du coup, par rapport à ça, ce qu'on a voulu regarder aussi, c'était comment les entreprises en fait de ce panel ont évolué vis-à-vis de la crise sanitaire. Donc en fait, comme on le disait, on observe un panel qui est très résilient sur le secteur, donc avec moins 30% face à moins 5% au niveau national. Et du coup, ce qui est vraiment à noter, c'est vraiment cette meilleure résilience en fait des activités, enfin des entreprises sur le secteur par rapport au niveau national. Donc ça, c'est vraiment très positif dans l'analyse économique des entreprises. Ensuite, on a voulu également regarder l'impact de la crise sanitaire vis-à-vis de l'emploi et de la création d'entreprises. Donc, on a corrigé aussi les données par rapport au chômage partiel, en fait, qui a quand même beaucoup impacté les entreprises. De manière générale, ce qu'on observe et qui est plutôt positif, c'est une dynamique de croissance qui se poursuit en fait en termes de création d'établissements. Donc sur le graphique, vous pouvez le voir, c'est la courbe qui est en orange. Et du coup, sur la courbe en bleu, donc c'est les effectifs totaux sur les codes, sur le suivi des codes neufs du panel. Et donc, ce qu'on observe, c'est une décroissance, mais qui s'explique principalement, comme je le disais, par les biais liés au chômage partiel. Après, en termes d'entreprises les plus impactées par cette crise sur l'emploi, ce qu'on observe, c'est que c'est principalement sur la partie produit en fait qu'il y a eu plus d'impact et que les entreprises du service ont été plutôt moteurs en fait sur la création d'entreprises avec justement, c'est ce qu'on a observé à travers les sondages, c'est la création de nouveaux modèles, de nouveaux services, d'une volonté de ces entreprises par exemple de proposer plus d'offres sur le cloud, justement pour pouvoir proposer aussi des solutions aux entreprises dans le domaine du numérique face aux impacts qu'on a pu voir notamment en termes de télétravail. Après, si on fait un petit focus du coup sur les levées de fonds, donc c'est une bonne année pour la région PACA. Faut savoir que la région Sud PACA est souvent en concurrence en fait avec Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine en termes de levée de fonds. Là, Pays de la Loire, c'était une année assez exceptionnelle pour eux, mais en fait, on se positionne quatrième en termes des montants levés sur la période et troisième en termes de nombre de levées de fonds. Donc, on peut notamment, il y a eu notamment 7 opérations motrices en fait sur la levée de fonds. Donc, avec Juloc qui a réalisé une belle levée de fonds et qui vient relever le ticket de moyen. Donc, ce qui est important de noter, c'est que c'est une belle année, mais c'est que sur la région sud, on l'a vu à travers les observatoires, dont un qui était plutôt spécialisé sur le financement
des entreprises en région sur du financement plutôt dilutif du coup. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même un manque structurel, c'est que en fait sur des premiers tours d'amorçage, il y a des dispositifs qui vont être mis en place, donc vraiment sur des montants on va dire sur du seed ou de l'early stage. Après, il y a un manque structurel d'accompagnement sur des levées plus importantes où on observe que il y a un manque de financement et de gros fonds de capital investissement en région qui peuvent accompagner les entreprises à se développer plus sur le long terme. Donc, par rapport à ça, comme on le disait, on a réalisé plusieurs sondages auprès du panel. Justement, l'objectif, c'était d'essayer d'évaluer comment les entreprises se sentaient en région et quelle confiance ils avaient vis-à-vis du numérique. Du coup, c'était de comprendre si on était plutôt dans une dynamique positive ou une dynamique plutôt en retrait et comment l'impact Covid avait influé par rapport à ça. Ce qu'on observe, c'est très positif, c'est que la plupart des entreprises sont vraiment confiantes sur la suite de leur activité, tant à court terme qu'à moyen terme. Néanmoins, ces sondages ont permis aussi de mettre en évidence des manques qui étaient présents en région, notamment sur des difficultés en fait qu'avaient les entreprises à réaliser des recrutements en fait. On a essayé d'identifier en fait quels étaient les principaux freins au développement de l'activité en PACA. Et ce qu'on observe, c'est que pour 83% des dirigeants interrogés éprouvent des difficultés en fait vis-à-vis du recrutement. C'est un chiffre qui a augmenté par rapport à l'an dernier. On était à 78% sur cette partie. Du coup, je vais redonner la parole à Olivier pour l'introduction. Oui, merci Clélia. Donc on a vu là un petit peu les évolutions, les chiffres de la filière en général, puis des données intéressantes sur l'état d'esprit des dirigeants avec cet aspect que je pense certains d'entre vous vivent de problématiques de recrutement et de garde des talents. Qui sont des sujets clés aujourd'hui. Il y a d'autres sujets autour des pénuries de certaines matières ou de certains composants, mais la problématique de recrutement est une problématique importante. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est juste, il y aura 2 transparents sur les 4 thématiques clés pour vous donner un petit focus sur ce qu'on a vu pendant cette année passée. Donc, si tu peux passer à la slide suivante, Audrey. Donc, la confiance numérique, sécurité numérique. Donc, le cadrage ici, c'est l'ensemble des produits et des services qui permet d'assurer la sécurité numérique, donc la sécurité des transactions, l'authentification, mais aussi la protection des systèmes de données, des échanges, bref, la protection du patrimoine numérique. Donc, vous savez que c'est quelque chose qui fait partie des secteurs qui, sans jugement de valeur, d'un strict point de vue rationnel, a bien profité de la crise sanitaire, puisque la crise sanitaire nous a fait tous travailler de plus en plus en distanciel, sous des formes digitalisées, et ça a donné bien sûr une empreinte beaucoup plus large pour tous les différents hackers, quels qu'ils soient, et donc ça a remis devant de la scène la cybersécurité qui se portait déjà bien avant la crise, mais qui a eu une accélération sensible de ces activités. Alors après, vous le savez, la cybersécurité, c'est quelque chose de très diffusant. Ce n'est pas uniquement des technologies et des produits, c'est aussi des process, c'est un état d'esprit. Et donc, ce sont quand même des industries qui marchent bien, mais dont le cycle de vente et le déploiement restent quand même assez longs. Bien sûr, c'est un secteur, une sous-filière qui a toute l'attention du gouvernement. Dans le cadre de France 2030, il y a des stratégies dites d'accélération focalisées sur la cybersécurité avec des investissements et des aides publiques assez importantes sur différents volets.
notamment les volets d'aide à l'innovation, mais aussi les volets de diffusion de bonnes pratiques de cybersécurité dans toutes les filières utilisateurs et la mise en place de centres d'alerte nationaux et régionaux, la région se positionnant bien sûr sur la mise en place d'un centre d'alerte régional et la région, en plus du gouvernement, a fait des travaux, a publié une feuille de route sur la cybersécurité. Donc c'est un sujet qui est un sujet collectif et qui est bien pris en compte à tous les niveaux de la sphère publique et de la sphère privée. Donc je passe la parole à Clélia qui va donner quelques chiffres sur la région. Oui, voilà. Donc, je pense que ce qui est important de rappeler, je pense que vous le savez tous aussi, mais c'est que la région sud est vraiment le berceau des technologies de la carte à puce. Donc, ça fait qu'il y a une réelle identité dans le domaine de la sécurité, que ce soit plutôt sur des composants hardware ou maintenant plus sur une partie cybersécurité, sur une partie software. Donc, il y a la présence de grands industriels sur le territoire, pour en citer quelques-uns, Thales, ST, NXP, Schneider Electric. On a aussi, en plus de ce tissu industriel, on a des laboratoires de recherche, en fait, d'excellence aussi, qui sont présents sur le territoire et qui permettent vraiment de créer une dynamique autour des activités de la sécurité numérique, avec aussi de nombreuses PME et startups. Donc, sur les chiffres clés qu'on retrouve, c'est qu'on a 228 acteurs dans le domaine de la sécurité, de la confiance numérique au sens large. Donc, en fait, ce qu'on a voulu, la différence entre les 228 acteurs et les 27 pure players, les 228 acteurs, ça va être des entreprises qui ne sont pas que spécialisées dans la cybersécurité. Par exemple, ils vont proposer des services autour de la cybersécurité ou des produits, mais intrinsèquement, leur cœur de métier ne va pas être autour de ces problématiques. Donc, on a 27 pure players, donc c'est quand même un très beau chiffre à noter pour 700 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé. Et du coup, preuve du poids de PACA de la région sud au niveau national, on l'a estimé à 20% en fait vis-à-vis de l'activité et des chiffres d'affaires sur le territoire national. Merci Clélia. Donc, deuxième thématique importante pour l'écosystème régional, c'est tout ce qui est électronique et microélectronique. Donc là, le cadrage de ce sous-périmètre, c'est tous les fabricants qui contribuent à la fabrication des composants électroniques. Alors, c'est une chaîne de valeur qui comprend plusieurs spécialités, hein, mais sans rentrer dans le détail. Il y a un ensemble d'acteurs qui fournissent des services ou des équipements pour fabriquer les composants. Il y a des gens qui fabriquent les composants, les fameuses fonderies, et puis il y a des gens qui conçoivent les composants sans toujours les fabriquer eux-mêmes, en les faisant fabriquer à des fonderies. Donc, c'est un secteur très structuré avec une chaîne de valeur assez éclatée finalement. On a la chance en région d'avoir la plupart de ces acteurs de cette chaîne de valeur présents. Alors, globalement, vous le savez, les semi-conducteurs sont revenus sur le devant de la scène suite à ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire notamment, où un certain nombre de personnes ont soudainement réalisé, enfin des spécialistes le savaient depuis de nombreuses années, qu'il n'y avait plus grand-chose comme fabricant en Europe. L'Europe représentant environ 10% du marché mondial, mais consomme 20%. Et on a découvert que finalement, il y avait quelques acteurs très grands qui se trouvaient en Asie et qui fournissaient le monde entier. Et le Covid ayant créé des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, ça a créé des situations compliquées qui nous conduisent à vivre aujourd'hui une pénurie importante de semi-conducteurs qui va probablement durer jusqu'à début 2023. Et donc, c'est un secteur sur lequel toute l'attention est portée. Il y a eu des réglementations européennes et des annonces européennes récentes, hein, ce qui s'appelle le European Chip Act,
Dans le cadre de France 2030, le gouvernement a annoncé des investissements jusqu'à 6 milliards d'euros pour soutenir l'implantation d'usines de fabrication de semi-conducteurs en Europe. Donc, c'est un secteur qui a toute l'attention, qui va se rééquilibrer entre l'Asie, les États-Unis et l'Europe, et qui va créer une très forte dynamique de croissance en Europe, indépendamment d'ailleurs de ces facteurs conjoncturels. Le secteur lui-même est un secteur qui est en croissance continue, de par, vous le savez, la numérisation de plus en plus forte de différents secteurs industriels. Et vous le savez, la numérisation, ce n'est pas uniquement le cloud, les logiciels, les réseaux sociaux, mais c'est aussi du hardware, donc des composants électroniques. Et ces composants électroniques rentrent de plus en plus dans des équipements. On pense en tout premier lieu, bien sûr, aux véhicules électriques, mais pas que, dans des automates, dans divers produits et applications verticales. Donc voilà, donc je passe la parole à Clélia pour la région. Oui, merci Olivier. Du coup, une partie des tendances décrites par Olivier va se retrouver aussi sur ce panel régional en fait d'acteurs. C'est que on a des acteurs historiques qui sont positionnés sur le secteur. Donc on a 43 entreprises pour 45 établissements. Avec, c'est un secteur du coup où la partie propriété intellectuelle et dépôt de brevets est très présente, avec un tiers des entreprises qui ont déposé des brevets. Après, ce qu'on observe aussi, c'est un petit peu, c'est que en fait, il y a un besoin d'évolution aussi sur le secteur qui s'appuie beaucoup sur les acteurs historiques et sur les atouts qui sont présents sur le territoire aussi avec les 2 laboratoires d'excellence. Mais c'est qu'il y a aussi un besoin en fait de renouvellement pour justement rester dynamique et compétitif. Et par rapport à la crise actuelle et justement cette tension qu'on voit sur le secteur, en fait, les enjeux clés vraiment pour réussir ce changement d'échelle, c'est justement le renforcement des partenariats industriels et commerciaux, mais aussi l'accueil de nouveaux acteurs européens ou extra-communautaires qui pourraient justement bénéficier de cet écosystème qui est présent, mais qui a besoin justement de l'arrivée d'acteurs exogènes pour continuer à garder sa place de leader sur le secteur. Oui, je crois que je voudrais compléter là-dessus. C'est très important. La région est la 2e région de France en termes de production de semi-conducteurs. Mais c'est vrai qu'elle a un renouvellement qui est pas très important. On a des acteurs qui sont historiques, qui fonctionnent bien. Et l'opportunité de ce changement de vision stratégique de l'Europe sur les semi-conducteurs font que nous pensons qu'il y a une opportunité pour se mobiliser, pour attirer d'autres acteurs qui pourront nous bénéficier d'ailleurs des fonds importants mis en place par l'Europe et par l'État. Et notre enjeu, en tout cas, SCS, il travaille de près avec la région, l'État et les différents acteurs, c'est d'essayer de faire s'installer des acteurs du semi-conducteur, en plus de ceux qui existent dans la région, pour renforcer la base industrielle et de recherche et pour continuer à peser sur ce secteur qui est vraiment un secteur stratégique. Donc, 3e secteur sur lequel on a fait un focus, secteur qui fait beaucoup parler de lui depuis, je dirais, 1 ou 2 ans, qui est l'intelligence artificielle. De quoi parle-t-on ici? C'est aussi un petit peu comme d'ailleurs tout le numérique et comme la cybersécurité en particulier, des technologies qui sont très diffusantes, dont le périmètre n'est pas toujours évident à définir. Vous le savez, il y a beaucoup de buzz et beaucoup de travaux, de publications, d'annonces sur l'intelligence artificielle. On s'y perd parfois, on a l'impression que l'intelligence artificielle est utilisée pour parfois de simples algorithmes qui sont codés et on les appelle plus algorithmes, on les appelle intelligence artificielle. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident d'y voir clair, c'est pas évident de dimensionner du coup. Donc nous, on a fait des travaux importants chez SCS pour essayer de caractériser la chaîne de valeur, hein, c'est le petit schéma que vous voyez à l'écran, entre bien sûr
les grands GAFA américains qui ont mis en place un certain nombre on appelle ça des frameworks ou des outils de développement. Le plus connu pour les spécialistes, c'est par exemple TensorFlow de Google, mais il y en a d'autres. Bien sûr, une recherche publique de plus en plus importante en France, et on a la chance en région d'avoir un des centres interdisciplinaires d'excellence en intelligence artificielle sur SOFIA. Donc, ils vont aussi contribuer à mettre en place des bases technologiques. Et après, on a, nous, ce qu'on considère comme deux parties très importantes. C'est ce qu'on va essayer d'appeler des pure players IA. Donc, c'est un terme qui n'est pas facile, qui est pas facile à utiliser, hein, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Ce sont des gens dont l'activité principale va être autour du développement de services, de conseils ou d'éditions logicielles ou de briques technologiques à base d'intelligence artificielle. On va avoir la même chose du côté des fabricants de composants électroniques dont on vient de parler ou de cartes électroniques qui vont mettre à disposition des ensembles hardware permettant à l'IA de fonctionner plus rapidement, de meilleure façon. C'est un thème sur lequel la région est bien positionnée, ce qu'on va appeler le l'Edge IA ou l'IA embarquée. C'est un des nouveaux enjeux dans cette mouvance IA qui va prendre de plus en plus d'importance parce qu'on ne pourra pas tout faire sur des gros serveurs dans le cloud et qu'il faudra faire des choses au plus proche des applications, donc sur des cartes électroniques, sur des processeurs. Et ces gens-là, qu'ils soient fournisseurs de cartes électroniques, de composants ou de briques logicielles ou de conseils, eh bien, traitent avec plein d'applications verticales, plein de fournisseurs de solutions numériques, ces fournisseurs de solutions numériques permettant de servir des segments de marché. Donc, c'est une chaîne de valeur assez longue. Je peux être un développeur de solutions numériques, par exemple, pour des nouveaux systèmes de mobilité. On peut prendre l'exemple de Vulog, on en parlait tout à l'heure. Vulog peut s'appuyer sur des tiers spécialistes en IA pour intégrer de l'IA dans sa solution. Est-ce que Vulog est considéré comme un acteur de l'IA? Oui, non. En tout cas, ce n'est pas un pure player, mais il peut être un acteur qui utilise de façon importante l'IA. Et donc, c'est ça qui rend un peu la définition du dimensionnement et du périmètre compliqué. Cela étant, c'est une filière qui a bien avancé technologiquement. Nous, on constate au niveau national, mais même au niveau international, que c'est plutôt du côté des usages que ça met du temps à diffuser. Les entreprises utilisateurs se posent encore des questions, ne savent pas trop comment appréhender ça. Est-ce qu'elles travaillent avec des sous-traitants, avec des partenaires? Est-ce qu'elles internalisent les développements de l'IA dans leurs propres équipes R&D? C'est des choses qui ne sont pas encore résolues. Il y a beaucoup de pilotes, mais on ne peut pas encore dire qu'il y a un déploiement massif en dehors, bien sûr, de ce que font les grands acteurs de la tech américains, plutôt sur des applications grand public, qui, eux, ont intégré depuis très longtemps l'IA dans leurs produits et leurs services. On pense bien sûr à Alexa d'Amazon, mais pas que. Il y en a dans des téléphones mobiles, il y en a bien sûr sur les moteurs de recherche de Google. Mais au-delà de ça, dans les filières, disons, plus B2B, on n'a pas encore atteint un déploiement qu'on peut juger satisfaisant. Et puis, il y a bien sûr, et c'est lié d'ailleurs à ces segments, la nécessité de faire de l'IA embarquée et de l'Edge IA, et donc d'intégrer des algorithmes plus frugaux, des technologies plus rapides au niveau électronique. Et c'est un petit peu les enjeux qui vont arriver. Bien sûr, tout ça avec aussi des problématiques dont vous avez entendu parler, des problématiques de cybersécurité. Comment on peut être sûr qu'un moteur IA est sécurisé? Il y a déjà eu des attaques sur des moteurs IA. Et bien sûr, la dimension éthique, qui est une dimension traitée au niveau européen pour être sûr que des résultats ou des moteurs IA qui ne sont pas toujours facilement auditables puissent l'être dans un cadre éthique et ne fassent pas, comme on l'a pu constater sur certaines applications, de la discrimination, que ce soit autour des discriminations sexuelles ou des discriminations d'ethnie ou des discriminations d'âge, et Dieu sait s'il peut y en avoir. Donc voilà, c'est un petit peu les enjeux et le cadrage sur lequel s'inscrit l'IA et donc bien sûr les acteurs de l'IA en région. Clélia, je te passe la parole. Oui.
Du coup, encore une fois, ça va se retraduire également dans les chiffres. Donc, ce qu'on perçoit, c'est que sur la région sud, on a vraiment un secteur très dynamique en termes d'excellence académique, avec 12 laboratoires en intelligence artificielle sur le territoire, 40 équipes de recherche pour plus de 275 chercheurs permanents. Mais en contrepartie, 3% de l'offre de formation au niveau national. Donc, en termes de formation, c'est plutôt des formations initiales sur, par exemple, des ingénieurs spécialisés en intelligence artificielle ou des data scientists. Sur les entreprises qui sont en région, donc on a identifié un peu plus de 20 pure players sur le secteur. Et après, comme le disait Olivier, on a des acteurs qui vont graviter aussi également autour de ces pure players en proposant soit directement des sociétés plutôt dans le domaine du service qui vont intégrer des technologies de l'intelligence artificielle et les diffuser, soit on va aussi avoir des entreprises qui vont plutôt utiliser l'intelligence artificielle pour développer des nouveaux produits innovants, mais à la base qui n'étaient pas forcément spécialisés sur le sujet. Donc, on a aussi des grands groupes qui sont très actifs sur le sujet. Du coup, c'est vrai que on va retrouver dans différents secteurs, vous avez quelques noms d'acteurs, Amadeus, Air France, Docapost, Renault, du coup, qui sont sur le territoire et qui justement utilisent ces technologies. Et ce qui est important de retenir aussi, c'est que sur cette partie, les ESN, donc les entreprises du service et du numérique, ont vraiment aussi un rôle clé et pour l'évangélisation en fait et la diffusion des usages dans le domaine de l'intelligence artificielle. Du coup, comme disait Olivier, la chaîne de valeur dans le domaine de l'intelligence artificielle est assez complexe et en fait intervenir de nombreux acteurs. Et une des clés du développement, c'est déjà d'avoir de la donnée en fait disponible pour pouvoir utiliser des algorithmes qui vont être assez gourmands en données sur du deep learning ou des technologies comme ça. Et du coup, sur cette partie, les ESN peuvent vraiment aussi avoir un rôle clé pour aussi sur la partie structuration de la donnée et justement accompagner des entreprises qui ne sont pas forcément expertes sur le sujet pour justement intégrer ces technologies. On a un poids national estimé à 5%. Et ce qui est important de comprendre, c'est que c'est vraiment la région Île-de-France, pour le coup, qui est leader avec 60% en fait, du poids estimé. Ça s'explique aussi par la présence en fait, de grands groupes en Île-de-France, donc au niveau de la capitale. Du coup, des grands groupes qui vont justement avoir les données nécessaires pour utiliser de l'intelligence artificielle et l'intégrer. Donc après, en termes d'enjeux clés, il y a certaines répétitions aussi par rapport à ce qu'on a déjà dit, mais d'autant plus dans le domaine de l'intelligence artificielle, la guerre des talents est très importante, avec une offre de formation qui est en dessous de la demande en termes d'offres d'emploi. C'est-à-dire que même au niveau national, en fait, il y a pas assez de personnes qui sont formées dans le domaine de l'intelligence artificielle au sens large. Donc, ça va de ceux qui vont plutôt être en charge de la préparation de la donnée à ceux qui vont être vraiment sur la partie algorithmique. On observe aussi que une des clés de réussite en fait pour des startups ou des PME dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est aussi d'avoir accès à des bases de données qui vont leur permettre de créer des modèles, de développer des modèles et ensuite de faire fonctionner ces modèles avec un vrai retour sur investissement. Donc c'est pour ça que les partenariats entre startups et grands comptes, c'est vraiment une clé de réussite pour dynamiser le territoire. Après, ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a des dynamiques aussi qui sont en train de se mettre en place. Comme Olivier le disait, on va aussi vers des algorithmes qui consomment de moins en moins. Et là, on a des liens aussi qui peuvent se faire avec d'autres technologies, dont notamment sur la partie IA embarquée. Donc, le lien peut être très fort aussi avec la microélectronique, en fait. Après, la question d'une spécialisation verticale aussi peut se poser sur le territoire. Par exemple, en santé, justement, pour permettre en fait aux entreprises d'avoir des cas d'usage avec un retour sur investissement qui soit peut-être plus visible. Un des objectifs et un des enjeux aussi, c'est peut-être de réussir à attirer justement des grands groupes, des leaders internationaux dans le domaine, justement pour pouvoir dynamiser cet écosystème qui est en cours de création. Du coup, je te laisse reprendre la main, Olivier, sur la partie Internet des objets.
Oui, bien sûr. Merci Clélia. Donc, dernière thématique sur laquelle on a fait un focus pendant cette année, c'est l'Internet des objets. Donc, l'Internet des objets, thème assez large, hein, lui aussi soumis à des définitions plus ou moins variables. Donc, on en propose une hein, qui est inscrite dans le cadre, hein, qui est l'ensemble de toutes les briques depuis la captation de données jusqu'à leur transmission, enfin, en passant par leur transmission, pardon, et jusqu'à leur traitement, leur stockage. Donc, c'est ce que vous voyez représenté dans le petit schéma de chaîne de valeur. Hein. On va avoir trois grandes parties. Une partie qui est tout ce qui est, je dirais, le plus proche de la collecte des données. Et là aussi, ça peut être assez variable. Hein. Ça peut être un téléphone pour dans le marché grand public, mais un capteur industriel sur des chaînes de production ou sur des sites à surveiller. Donc là, c'est très, très large et très varié. Et on a une association d'électronique, de capteurs, de logiciels embarqués, parfois de ce qui s'appelle des gateways hein, qui vont récupérer ces différents éléments et les transmettre à la brique du milieu qui vont être les réseaux de transfert et de gestion de ces données, de ces échanges. Les réseaux les transmettant eux-mêmes à des plateformes qui vont récupérer, stocker, mais aussi donner les données plus ou moins traitées ou plus ou moins arrangées à des logiciels et des applications métiers et qui permettront ensuite de prendre des décisions, voire de renvoyer des informations dans l'autre sens pour déclencher une action sur l'objet au bout de la chaîne. Donc, une chaîne de valeur complexe avec beaucoup d'acteurs. Bien sûr, cette chaîne de valeur nécessite aussi de la sécurité de bout en bout. Donc, on retrouve les problématiques de cybersécurité et Dieu sait si l'Internet des objets est un des secteurs qui doit faire le plus objet d'attention et de progrès dans sa sécurisation, mais aussi des logiciels de supervision, de management de toute cette chaîne. Alors, force est de constater qu'au niveau mondial, hein, mais en particulier aussi au niveau français ou européen, c'est un marché qu'on peut considérer comme décevant, qui n'a pas tenu toutes ses promesses. Ça ne veut pas dire qu'il ne les réalisera pas. Il y a un certain nombre d'applications qui ont bien démarré, mais force est de constater qu'on est resté loin des explosions et prévisions qui étaient annoncées depuis de nombreuses années. Le marché reste encore peu mûr. Le marché est considéré comme compliqué quand même par la plupart des utilisateurs. On peut aussi témoigner des changements importants qu'il y a eu sur les réseaux de transmission. On nous a parlé il y a quelques années des nouveaux réseaux d'Internet des objets comme Sigfox ou LoRa. Sigfox, malheureusement, certains d'entre vous savent peut-être que leur activité a été arrêtée. Il y a eu des annonces d'opérateurs télécoms d'arrêt aussi d'utilisation de la technologie LoRa. Et il y a l'arrivée de la 5G de plus en plus importante qui a l'air, d'après ce que l'on peut voir, de peut-être être la technologie qui mettra d'accord tout le monde et qui permettra peut-être d'ailleurs au marché de mieux démarrer, puisqu'aujourd'hui, la variété des protocoles, la variété des réseaux de communication a probablement ralenti les prises de décision. Il y a aussi des manques de standards au-delà des réseaux de communication. Donc, on pense, nous, que cette déception n'est que transitoire, même si elle a duré longtemps, et que justement l'arrivée de la 5G et du poids des opérateurs mobiles, qui sont des acteurs extrêmement importants en poids économique et en diffusion de technologie, va permettre, grâce à l'évangélisation et aux choses qu'ils vont mettre en place, de peut-être donner un coup d'accélérateur à l'utilisation de l'IoT. On le pense sincèrement, il y a des choses qui se norment, il y a des protocoles qui se mettent en place. Et d'ailleurs, des dernières annonces des fournisseurs de modules IoT montrent que c'est le segment des modules IoT 5G qui est en forte croissance. Donc, beaucoup de choses, je pense, et peut-être de meilleures nouvelles à attendre sur l'IoT dans les années à venir. Voilà, je te passe la parole, Clélia. Oui. Bah, du coup, c'est ce qu'on va aussi observer sur le territoire, en fait, c'est qu'on va avoir une pluralité d'experts, en fait, ceux qui vont être même poly-experts. Sur le schéma de gauche, du coup, c'est en fait la répartition donc, par grande catégorie d'acteurs, donc sur la partie connectivité, capteurs connectés, plateforme, et la partie plutôt
logiciels. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, ces acteurs, ils vont faire plusieurs activités en même temps, donc vraiment cette partie poly-expert. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a un territoire qui est ici très dynamique, mais principalement autour d'acteurs de plus petite taille. Donc on voit aussi vraiment beaucoup d'entreprises qui vont se développer, par exemple, autour de la création d'un objet connecté spécifique, notamment dans le domaine de la santé. On a vu beaucoup d'évolutions ces dernières années. Après, voilà, en fait, comme on disait, il y a un marché qui est en train de se structurer, qui n'a pas forcément démarré, mais on a un terreau, en fait, qui est présent sur le territoire pour pouvoir s'affirmer avec l'éclosion du marché. Donc, on a quand même 41 pure players en région. C'est un poids estimé à 20 à 25% au niveau de l'échelle nationale. Et on a aussi des acteurs qui fédèrent cet écosystème. Donc, l'IoT, ça fait partie de deux OIR, donc sur donc, c'est les opérations d'intérêt régional en fait qui sont énoncées par la région. Et on a un pôle de compétitivité, donc SCS spécialisé sur le sujet avec des plateformes mutualisées et un IoT Center justement qui est en cours de création, qui viendra renforcer et accompagner à la structuration de ce marché en région. Donc, les enjeux, du coup, c'est justement de permettre l'arrivée ou l'éclosion de donneurs d'ordre majeurs sur le secteur, où pour l'instant, on a un marché qui est pas consolidé, mais plutôt éclaté. Et ce qu'on observe aussi, dû à la maturité du marché et des cas d'usage, c'est qu'on a une faiblesse aussi de la commande publique en matière d'objets connectés, qui du coup ne permet pas de pallier le manque de traction pour les offreurs de solutions. Du coup, je redonne la parole à Olivier peut-être pour une petite conclusion sur le sujet. Merci Célia. Donc on a vu les quatre de façon assez hélicoptère, je dirais, de façon assez synthétique, les quatre secteurs technologiques que nous suivons plus particulièrement au niveau du numérique. Dans cette dernière intervention, dernier transparent, on voulait partager avec vous des constats généraux, peut-être transversaux, à ces quatre secteurs technologiques. Il y a une forte activité, un fort dynamisme en région, il y a beaucoup d'acteurs, mais globalement, quand on se compare quand même à l'échelle nationale et européenne, malheureusement, on n'est pas loin dans certains cas, mais on manque de taille critique sur ces secteurs. Alors, ce n'est pas toujours la même dimension suivant les secteurs. C'est particulièrement vrai en intelligence artificielle, c'est moins vrai en microélectronique et en cyber. En IoT, c'est difficile à dire, mais là aussi, on aurait probablement des choses à développer. On pense aussi qu'il y a globalement une visibilité, une attractivité de la région des acteurs à développer. On a des acteurs très compétents, des pépites, on a des laboratoires de recherche très connus, on a même des grands acteurs qui ont des technologies très compétitives et uniques, mais qui sont peu connus finalement, peu connus, peu visibles de l'extérieur, peu visibles de certains centres de décision importants européens, et que on a probablement collectivement un travail à faire pour mieux faire connaître ces compétences, ces acteurs, de façon à développer, renforcer l'attractivité, puisqu'on sait que les écosystèmes qui sont connus sont ceux qui sont en croissance, sont ceux qui s'enrichissent d'acteurs extérieurs, sont ceux qui prennent des tailles de plus en plus importantes, et on doit, nous, s'inscrire dans cette course de vitesse. Donc, c'est des choses qu'on partage beaucoup avec les différents acteurs, y compris la région, mais aussi les agences de développement économique. Mais je crois que chacun d'entre nous peut y contribuer en mettant en avant les atouts, les briques technologiques importantes sur lesquelles la région est forte pour faire venir d'autres gens et renforcer la puissance technologique de la région. L'autre volet aussi, et ça c'est ainsi, mais c'est vrai qu'on a peu de grands donneurs d'ordre qui sont présents localement et qui peuvent faciliter la transmission entre grands groupes et PME. Donc nos PME sont souvent obligés d'aller chercher des acteurs en dehors de la région pour pouvoir faire des affaires. Et on a ce problème récurrent, même si il s'améliore considérablement, hein.
Il ne faut pas croire en voyant ce constat que rien n'a été fait, au contraire, mais on a encore des progrès à faire sur le capital risque. Il y a de très bons outils qui sont mis en place au niveau public, mais aussi au niveau privé sur l'amorçage. Ça devient plus difficile pour les premiers tours. On a pas mal de PME qui sont obligées d'aller chercher en France, mais même à l'étranger, des capitaux pour leur premier tour ou deuxième tour, dès que les sommes deviennent plus importantes, dès qu'on dépasse les 2, 3, 5 millions d'euros capital. Et je ne parle pas si on est dans les vingtaines de millions. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles je crois on est tous bien conscients et sur lesquelles on travaille. Et bien sûr, il y a aussi des enjeux communs à tous ces secteurs. Bien sûr, l'impact de l'innovation durable, de l'environnement, de la décarbonation. Donc, côté SCS, on a lancé pas mal d'actions sur les problématiques de Green IT. Il y a deux volets. Les technologies numériques peuvent contribuer à rendre les secteurs industriels et verticaux plus économes en énergie, mais le numérique a lui-même à faire des progrès sur sa consommation propre d'énergie. Vous savez que les plateformes de données, notamment les serveurs cloud, consomment de plus en plus. Donc, il y a des choses à faire. Il y a déjà beaucoup de solutions innovantes qui sont proposées, mais il y a encore des choses à faire. Il faut gérer la guerre des talents, on en a parlé, c'est une problématique qu'il y a dans tous les secteurs. Nos PME et nos grands groupes ont du mal à trouver les profils qui leur conviennent. Il y a une concurrence entre les régions, entre les États. Nos écoles d'ingénieurs sortent peut-être pas encore assez d'ingénieurs, il faudrait qu'on en ait un peu plus. Vous savez que ça vient aussi d'une désaffection qu'on a constatée ces 10 dernières années des jeunes, désaffection vers la technique et plus aller vers le commercial et la finance. Donc, il faut que ces choses se remettent en place. Et bien sûr, ce qu'on disait auparavant, l'enjeu derrière tout ça, c'est d'accélérer, grandir, avoir des entreprises qui soient de plus en plus grosse taille. On a vu qu'on a un chiffre d'affaires médian de 2 millions d'euros, c'est quand même pas énorme. Donc, on a cet enjeu, mais qui est un enjeu propre à la France, d'avoir des PME qui soient plus grosses, plus solides. Et ça concerne vraiment tous ces secteurs. Voilà, donc c'est sur cette transparence qu'on voulait finir cette intervention. On va bien sûr continuer cette activité de l'Observatoire toute l'année 2022. On a d'ailleurs récemment sorti la note 4 et on travaille sur la prochaine note qu'on sortira probablement en juin-juillet. Ça a un intérêt de cadrer un peu les choses, de donner des grandes masses. Comme on le disait en introduction, ce n'est pas tellement les chiffres eux-mêmes, c'est plutôt les tendances qu'il faut qu'on suive pour voir si justement toutes nos actions collectives vont dans le bon sens et augmentent le nombre d'entreprises, les chiffres d'affaires et les personnes qui travaillent dans ce secteur. Donc voilà, on espère que c'est un outil que vous trouvez si vous l'avez déjà utilisé intéressant ou que si vous ne le connaissez pas, vous pourrez utiliser dans vos propres activités. Et bien sûr, Clélia et moi, on est à votre disposition s'il y a quelques questions, maintenant ou plus tard. Merci beaucoup. Nous n'avons pas de questions à ce stade, c'était très clair. Merci à tous pour votre participation et nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. Bon appétit à tous, à bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.